Merci beaucoup, monsieur le professeur Michel Espagne. Et je suis très heureux de vous revoir dans mon deuxième séminaire sur les questions frontalières entre le Vietnam et la Chine. Et tout d'abord, merci beaucoup de vos présences. Franchement, vos présents nombreux aujourd'hui, ça m'encourage beaucoup. Je me permets de commencer ma présence. Le thème qu'aujourd'hui, c'est pour questions frontalières dans le golfe du Tonkin. Et ça dure longtemps, histoire et présente. Ça commence de 1887 jusqu'à nos jours. Et pour commencer, je me permets de vous rappeler quelque chose dont on a déjà parlé dans le séminaire précédent. On a déjà abordé la question de délimitation frontalière terrestre sino-vietnamienne, les conventions de 1887 et 1895 signées par la France et la Chine. Et on sait bien que le golfe du Tonkin est mentionné dans la convention de 1887 relative au secteur de la frontière entre Mong Cái du Vietnam et Guangdong de la Chine. Et ceci, c'est un point contesté vient d'être réglé à Pékin entre le ministre de la France et le gouvernement chinois. Ma présence va être quatre pages. Comme on voit de plus, comme le cas de frontières terrestres, le 25 décembre 2000, le Vietnam et la Chine signent le traité pour délimiter la frontière dans le golfe du Tonkin. Cependant, ce traité est matière à débat au Vietnam. La raison, c'est que les deux côtés ne s'appuient pas sur la convention franco-chinoise de 1887 pour délimiter la frontière dans le golfe du Tonkin, alors que cette convention devient la base juridique pour délimiter la frontière terrestre. Le séminaire précédent, on a déjà souligné que la convention de 1887 et 1895 est une base juridique pour délimiter la frontière terrestre. Et même ça, ils sont la matière au débat aussi. Et cette fois-ci, la convention de 1887 ne vient pas la base juridique, mais elle devient aussi le débat au Vietnam. C'est pour ça que je voudrais aborder cette question. Alors, certains considèrent que la convention franco-chinoise de 1887 a déjà fixé la frontière maritime dans le golfe. Et si on est d'accord avec cette interprétation, le Vietnam a subi des pertes d'une partie des eaux territoriales dans le golfe du Tonkin à la Chine par le nouvel traité de 2000. Vous pouvez voir sur la carte. Je fais une comparaison entre les deux cartes, la carte convention franco-chinoise de 1887 et alors, le traité sino-vietnamien de 2000. Et on voit aussi la superficie du golfe du Tonkin, c'est différent. Pour clarifier des conjectures, ce qu'on a dit, je pense que c'est que conjecture. On ne sait pas exactement ce qui est la vérité. C'est pour ça, je pense que tout d'abord, il faut étudier la question du golfe du Tonkin à l'époque coloniale. On commence de 1895 et 1854. Une question est posée, c'est pourquoi la France s'engage sur la question du golfe du Tonkin. Et vous voyez sur la carte, le golfe du Tonkin, en vietnamien on appelle Vịnh Bắc Bộ, et en chinois, Bay Bu Oan, est la partie nord-ouest de la mer orientale. Et comme la dernière fois j'explique, la mer orientale, on peut appeler la mer de Chine du Sud. Et aussi, on a plusieurs noms, mais moi je suis vietnamien, je appelle la mer orientale. Et en vietnamien, c'est Biển Đông. C'est un golfe commun à la Chine et au Vietnam. Và comme vous voyez sur la carte, ce golfe a forme d'un croissant s'ouvrant sur la mer avec sa superficie de plus de 100 000 km². Ayant la position très importante, il est considéré comme la porte sur la mer orientale et une voie de communication maritime importante pour les deux pays, mais surtout pour le Vietnam, dont les navires peuvent accéder à l'océan Pacifique. La richesse de ces ressources naturelles comme
on peut citer des poissons, la faune, la flore de grande valeur et surtout le pétrole. Sa position stratégique déterminante sont responsables des conflits passés et actuels entre le Vietnam et la Chine. Depuis longtemps, le golfe du Tonkin est très fréquenté par les pêcheurs chinois et vietnamiens. Cependant, aucun pays ne revendique officiellement la souveraineté sur les surfaces et sur les îles qui se trouvent dans le golfe jusqu'à la colonisation française au Vietnam. La question du golfe du Tonkin sont abordées pour la première fois à l'époque coloniale par la France et la Chine en même temps que celle de la frontière terrestre. C'est le sujet que j'ai déjà abordé pour le séminaire précédent. La première chose que je voudrais vous dire, c'est quelle la raison que la France s'engage sur la question du golfe du Tonkin. Pour la France, dès le début de la colonisation, les autorités françaises veulent régler la question maritime dans le golfe du Tonkin, car ce golfe, parsemé de multiples îles, sert de refuge à des pirates qui non seulement attaquent et pillent les navires de commerce en haute mer, mais qui mènent aussi des incursions dévastatrices sur le littoral. Donc, la France veut que soit rapidement précisée la limite des eaux vietnamiennes et chinoises dans ce golfe. Ces questions sont incluses dans les négociations frontalières terrestres franco-chinoises et dans la Convention de 1887. Alors, pour la Chine considérait que des points stratégiques maritimes importants dans son circonstance à l'époque. Et pour montrer de ça, je voudrais juste vous rappeler en lisant quelques passages très brefs, en exprimant l'opinion chinoise. Indique la France a une supériorité dans le combat sur la mer. Si sur le continent, la commission de délimitation chinoise leur cède quelques points, cela n'aura pas de graves conséquences. Mais si la commission leur cède quelques points stratégiques maritimes, il en sera tout autrement. Le fait aura de graves conséquences pour notre sécurité. C'est l'opinion de la Chine. Et c'est pour ça que la Chine veut l'accord de partie française pour occuper les îles de Rotom. Je vous montrer la position des îles de Rotom. En vietnamien, on dit Cô Tô. Très connu aussi pour les Français à l'heure actuelle, je pense que. En vietnamien, c'est Cô Tô. C'est les îles de Cô Tô situées au sud du golfe qui appartiennent au Vietnam depuis longtemps. D'après des documents historiques tant de la Chine que la Nam, par exemple, le livre Địa dư de la Nam, description du pays, et le livre Địa dư Thắng kỷ chinoise, livre géographique, disent que le territoire de la Chine se trouve au nord-est du golfe du Tonkin. Et toutes les îles situées au sud du golfe appartiennent à la Nam, y compris les îles de Rotom, Cô Tô en vietnamien. Ces îles se situent sur une position stratégique très importante dans le golfe du Tonkin. C'est pour ça que la Chine veut que la France a cédé à la Chine ces îles. Mais finalement, le règlement entre la France et la Chine à Pékin attribue la possession de ces îles au Vietnam. Toutes les questions du golfe du Tonkin, on a déjà noté dans l'article 2 de la Convention 1987. J'ai cité la Convention de 1987 note les îles qui sont à l'est du méridien de Paris, 105 degrés de longitude est, c'est-à-dire de la ligne nord-sud passant par la pointe orientale de l'île de Chaco. En vietnamien, on dit Chaco. J'ai écrit le mot vietnamien, c'est ça. Et formant la frontière. Je mets formant la frontière en rose parce que c'est ça, ces questions clés pour discuter depuis, entre le Vietnam et la Chine. Sont également attribuées à la Chine. Les îles de Rotom, Cô Tô en vietnamien, et les autres îles qui sont à l'ouest de ce méridien appartiennent à la Nam.
Je me permets de vous expliquer tout petit peu le méridien de Paris. Le méridien de Paris, 5 degrés de longitude est utilisé dans cette convention. Il est équivalent au méridien de 108 degrés de Greenwich de longitude est. Dans le cas de cette étude, nous utilisons le méridien de Greenwich car il est utilisé le plus fréquemment par les auteurs et dans le cadre. On voit tout l'ouvrage maintenant, on utilise le méridien de Greenwich. C'est ça, j'utilise comme ça. Et on voit très bien que le terme formant la frontière utilisé dans la Convention de 1887 pour désigner la délimitation du golfe du Tonkin. Cependant, ce terme même et les autres assez flous, dans lesquels cette question est traitée sont la cause des désaccords intérieurs entre la Chine et le Vietnam. La question du règlement du golfe du Tonkin entre la France et la Chine comporte plusieurs aspects. Des chercheurs occidentaux montrent que le méridien de 108 degrés est est considéré comme une ligne frontalière dans le golfe du Tonkin. Je vais vous montrer deux exemplaires de l'auteur très connu sur l'histoire de la frontière du Vietnam. Premier, Charles Fourniaux. Charles Fourniaux, dans son ouvrage La frontière sino-vietnamienne et les faces à face franco-chinois à l'époque de la conquête du Tonkin, j'ai cité le source, il donne une note. La convention de la délimitation de la frontière signée le 26 juin 1887 déterminait la fixation de la frontière maritime et l'appartenance des îles côtières. Et d'autres auteurs très connus, François Joyaux, spécialiste sur le Vietnam, il a écrit comme ça. La convention franco-chinoise avait attribué 38% de la superficie, vous voyez sur la carte, 38% de la superficie du golfe du Tonkin à la Chine, contre 62% au Vietnam. C'est ça, c'est la carte, on dessine par les notes de François Joyaux, 62 pour le Vietnam et 34 pour la Chine. Mais c'est quoi? C'est ça vient des accords et des conflits entre les deux pays, le Vietnam et la Chine, à l'époque après post-coloniale. Je vais aborder ensuite la deuxième partie, c'est la question du golfe du Tonkin entre la Chine et le Vietnam depuis 1985 à nos jours. Et premièrement, on voit très clair la divergence entre la Chine et le Vietnam dans le golfe. Depuis 1954 à 1991, tout est divergente. Je vais vous montrer. Alors, étant le fruit de la colonisation, la frontière sino-vietnamienne devient tout de suite un objet discuté entre le Vietnam et la Chine après la fin de l'époque coloniale. La Chine, on voit bien que ce n'est pas une puissance statu quo. On appelle la Chine comme ça. Ce n'est pas puissance statu quo, c'est-à-dire qu'elle veut changer tout des fruits de colonisation. Elle revendique un rôle accru sur la scène internationale et n'accepte pas l'ordre géopolitique que les puissants avaient imposé. En 1954, la victoire remportée sur les Phan à Điện Biên Phủ met un point final à la colonisation française au Vietnam. Au nord, la République démocratique du Vietnam se substitue à la France dans les relations extérieures. Dès lors, les questions frontalières, donc la question du golfe du Tonkin, sont traitées directement entre le Vietnam et la Chine. Tout d'abord, les deux pays ne se réussissent pas à se mettre d'accord sur une base juridique afin de négocier. La Convention de 1887 est considérée par le Vietnam comme une base légitime pour délimiter tant la frontière terrestre que la frontière maritime, y compris le golfe du Tonkin. Mais elle n'est pas acceptée par la Chine comme
base de règlement. Les deux côtés appuient sur les interprétations totalement différentes. Je vais vous montrer les deux opinions. Pour le Vietnam, considère que la ligne tracée par la Convention 1887 sur le golfe du Tonkin n'est pas seulement une limite de répartition des îles, mais il interprète l'article 3 de la Convention comme déterminant la frontière maritime dans le golfe. En vertu de l'expression « formant la frontière » utilisée dans cet article, le Vietnam affirme que la ligne tracée par la Convention avait partagé non seulement les îles, mais aussi les eaux du golfe du Tonkin. Et naturellement, la Chine refuse cette interprétation et donne une série d'explications. Je vais vous montrer. La Chine il explique comme ça. Il dit que, premièrement, c'est que la délimitation du golfe du Tonkin par la Convention franco-chinoise est totalement irréaliste. Car l'objet de la Convention de 1887 n'est pas de délimiter la frontière maritime entre la Chine et le Vietnam. Rien ne montre que les représentants des deux parties à la Convention sont habilités à conclure un traité partageant le vaste domaine du golfe du Tonkin. C'est l'opinion de la Chine. La deuxième, elle montre que c'est la Convention de se limite à définir les territoires terrestres et les îles côtières. Elle accepte seulement de limiter les îles côtières. La ligne tracée à partir de l'extrémité orientale des frontières terrestres sino-vietnamiennes n'est prolongée dans le golfe qu'à latitude de 21 degrés, soit un septième de la longueur totale du golfe du Tonkin. Dans les 4 joints à la Convention de 1887, le golfe du Tonkin n'est pas considéré dans son ensemble. Une partie de celui-ci figure sur la carte. De plus, le nom du golfe lui-même n'a jamais été mentionné ni dans la Convention 1887, ni dans les travaux préparatoires. C'est-à-dire, on ne voit rien le nom du golfe du Tonkin dans tous les traités, dans toute la Convention de 1887. Et par conséquent, le mot formant la frontière dans le texte de la Convention doit être interprété dans le cadre de la délimitation des frontières terrestres et des îles côtières. La ligne en question ne dépasse pas le périmètre de la zone frontalière sino-tonkinoise. C'est la deuxième opinion de la Chine. Et pour la troisième, elle explique que, juridiquement, en appliquant la théorie du droit international contemporain à l'interprétation de la Convention de 1887, à une époque où la liberté de la haute mer est un principe dominant en droit international, et où la majorité des puissances maritimes, comme l'Angleterre ou la France, appliquent la règle de la limite des eaux territoriales à 3000 marins. Il n'est pas imaginable que la France et la Chine puissent inclure par la Convention de 1887 les eaux du golfe du Tonkin dans les eaux intérieures chinoises et vietnamiennes. Si la France et la Chine tentent de limiter les eaux maritimes du golfe du Tonkin, elles seront en conflit avec l'état du droit international à l'époque. Et de plus, si la France ne veut de limiter le golfe, il sera certain que l'Angleterre et les États-Unis s'y opposeront. C'est ça, c'est les trois opinions très clairement de côté à la Chine. Et de plus, elle ajoute, il n'est pas juste de considérer cette convention constitue une frontière dans le golfe du Tonkin. La plus grande partie du golfe aura ainsi appartenu au Vietnam. Elle n'accepte pas ces 62% de la superficie du golfe du Tonkin appartiennent au Vietnam. Et à cause des différentes interprétations, et tout est bloqué d'une très longue période. Et cependant,
on voit en même temps que la Chine et le Vietnam, on est en train de discuter. Hà Nội, d'une part, maintient toujours son opinion sur la ligne de limitation dans le golfe du Tonkin, mais d'autre part, cherche pas à pas à étendre sa souveraineté des eaux territoriales par le canal des négociations de coopération de pêche dans le golfe du Tonkin avec la Chine pendant des années 1950 et 1960. Et on voit dans ces années les relations entre le Vietnam et la Chine encore très amicales. Et où on se voit 3 fois au moins le méridien partageant le golfe du Tonkin est explicitement invoqué dans les 3 accords intervenus. 3 accords de coopération sont signés à cette époque et à chaque accord intérieur, la souveraineté des eaux territoriales du Vietnam s'étend. Je vais vous montrer un exemple de 3 accords de coopération. La première fois, en 1957, le Vietnam et la Chine entament leur coopération de pêche dans le Golfe très tôt, 1957, quand le Vietnam était dans la guerre. Et le 25 avril 1957, le premier accord de coopération de pêche dans le golfe du Tonkin est signé. Avec cet accord, pour la première fois, le Vietnam affirme sa souveraineté des eaux territoriales sur 3000 marins dans le golfe du Tonkin. La deuxième, c'est le 3 juin 1971. Et le deuxième accord de coopération de pêche dans le golfe du Tonkin est signé. Et avec cet accord, la Chine reconnaît sa souveraineté des eaux territoriales du Vietnam s'étendant sur 6000 marins, 2 fois de plus. Cependant, avec cet accord, il faut souligner que, en ce qui concerne la limite de responsabilité pour secourir les navires de recherche, la partie chinoise propose aussi de prendre le méridien de 108 degrés est pour la limiter de responsabilité, c'est-à-dire la Chine s'occupe des eaux à l'est du méridien et le Vietnam à l'ouest. C'est-à-dire, on voit que dans le même temps que la Chine n'accepte pas le méridien de 108 degrés, elle utilisait aussi pour de coopération de pêche dans le golfe du Tonkin. Et avec le troisième, le 27 août 1963, avec le troisième accord signé, le Vietnam étendre ses eaux territoriales à 12 000 marins. C'est ça, c'est la superficie conformément actuelle, 12 000 marins. Cependant, on voit très bien que dans le processus d'exécution des accords, il paraît des différences concernant la division des zones d'influence, des zones de pêche entre les deux côtés. En réalité, bien que le Vietnam étant sa souveraineté dans le golfe du Tonkin, il ne peut pas exploiter les ressources des produits aquatiques aussi efficacement que le côté chinois à cause de la guerre contre américaine et par manque de moyens modernes de pêche du côté vietnamien. Ces désavantages sont discutés dans les négociations sino-vietnamiennes en 1963 et est une des raisons des accords dans la coopération dans le golfe du Tonkin. Et même on voit maintenant aussi toujours la raison des avantages entre le Vietnam et la Chine, c'est la cause de discuter et des coopérations de pêche dans le golfe du Tonkin. La divergence entre le Vietnam et la Chine dans la coopération de pêche dans le golfe devient plus profonde à partir de 1969. La date qu'on voit l'arrêt des bombardements américains dans le golfe du Tonkin, le pêcheur chinois fréquente le golfe de plus en plus nombreux et des incendies entre les pêcheurs chinois et vietnamiens se multiplient. Le côté vietnamien accuse le pêcheur chinois d'enfreindre le règlement commun. Ils pêchent dans les eaux territoriales du Vietnam
où il utilise des bateaux pêche avec une charge de passants, ce qui stipule le règlement entre les deux pays. Devant cette situation, les autorités vietnamiennes veulent entamer des négociations pour un nouvel accord. Ancien était périmé. Le 13 avril 1971, une lettre est envoyée par le ministre des Affaires étrangères du Vietnam au ministre des Affaires étrangères de la Chine pour demander d'ouvrir des négociations sur la continuation de coopération de pêche dans le golfe du Tonkin. C'est pour ça que je mets le 27 ans de négociation. C'est la date que j'utilisais, c'est le 1973. Le côté vietnamien veut signer un nouvel accord afin de faire l'extension de la souveraineté territoriale dans le golfe du Tonkin pour garantir la sécurité de la côte du Vietnam et bien protéger les ressources de produits aquatiques dans le golfe. Le 15 juin 1971, le ministre des Affaires étrangères chinois accepte d'entamer des négociations. Le Vietnam se propose de réclamer une zone de pêche de 25 à 65 000 marins dans ce golfe. Cependant, les négociations entre les deux côtés ne commencent pas. L'escalade de bombardements américains au nord du Vietnam ne permet pas aux deux pays d'entamer leurs négociations pour un nouvel accord. Le problème de coopération entre les deux pays reste en suspens. Et plus tard, la signature de l'accord de Paris du 27 janvier 1973 sur cessation de hostilités et rétablissement de la paix au Vietnam constitue une condition favorable à la mise en œuvre par le gouvernement vietnamien et de son plan de reconstruction d'après-guerre, qui comporte l'exploration et l'exploitation de ressources maritimes dans le golfe du Tonkin. De plus, la crise du pétrole en 1973 affectant profondément le monde occidental va servir de détonateur et tout de suite le Vietnam et la Chine profitent de cette occasion. Voulant profiter immédiatement de l'accord de Paris, Vietnam en décembre 1973 fait part à la Chine de son intention de prospecter du pétrole dans le Golfe et lui propose de délimiter la zone chinoise et vietnamienne. Les négociations débutent dans les circonstances difficiles. Des tensions apparaissent et s'aggravent à cause de l'occupation chinoise des îles Paracels. Le parti vietnamien maintient toujours son opinion, à savoir que la Convention franco-chinoise de 1887 détermine la ligne frontalière entre le golfe du Tonkin. De son côté, la Chine continue à affirmer qu'il n'existe jamais une ligne frontalière dans le golfe du Tonkin et le méridien de 108 degrés est n'est qu'une ligne délimitant des îles côtières. Je vais vous montrer quelques phases de prononciation des autres dirigeants entre le Vietnam et la Chine. C'est comme ça. Les négociations restent donc bloquées comme auparavant. Les divergences entre les autres dirigeants vietnamiens et chinois apparaissent de plus en plus à chaque rencontre. Lors de sa rencontre à Pékin avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Lê Duẩn, le nom très connu, et le vice-premier ministre chinois Deng Xiaoping, il insiste. Je me permets de lire quelques phrases. Il me semble que le projet avancé par le Vietnam sont inacceptables. La ligne frontalière dans le golfe du Tonkin était délimitée de façon inégale et était déplacée vers l'île chinoise de Hainan. Cela nous a incité à prendre en considération le problème de la défense nationale.
Le règlement du problème du golfe du Tonkin n'est l'affaire que de la Chine et du Vietnam. Il n'est pas possible d'accepter une ingérence d'un pays tiers, ni le Japon, ni l'Union soviétique. Et cette opinion est défendue encore plus vivement par le vice-premier ministre chinois Li Tianniep en 1977. Il a dit: l'attitude vietnamienne est inamicale. Les autorités dans le golfe du Tonkin ne furent jamais délimitées, mais le Vietnam qui avait persisté à considérer que cette région maritime était délimitée, voulant tracer une ligne de frontière juste à côté de l'île chinoise de Hainan et occuper deux tiers de la superficie du golfe du Tonkin, la Chine ne peut pas l'accepter. De plus, la Chine propose il faut délimiter le golfe du Tonkin selon la loi internationale de la mer. De son côté, le Vietnam persiste. La Convention franco-chinoise de 1987 avait délimité ses frontières tant sur la terre que sur le golfe du Tonkin. C'est le principe fondamental pour déterminer les frontières entre les deux pays. Et toutes les phrases que je viens de lire, ça vient de sources du ministère des Affaires étrangères et ça vient de sources en France. Dans les faits, en dépit de la contestation vietnamienne, la Chine continue à étendre son exploitation du pétrole dans le Golfe. Je n'ai pas le temps de citer tout, mais on voit très bien que dans les années 70 et dans les années 80, il y a beaucoup de consortiums étrangers acceptés par la Chine pour exploitation dans le Golfe du Tonkin. Plusieurs contrats d'exploitation sont signés par la Chine et les consortiums étrangers, donc les limites contractuelles dépassent le méridien de 108 degrés que le Vietnam revendique comme la frontière maritime dans le Golfe. Et de plus, on voit très bien que l'arrêt de 1979, l'arrêt très choc pour le Vietnam sur la frontière terrestre sino-vietnamienne, complique encore la situation dans le Golfe. Depuis cette règle, le Vietnam et la Chine se considèrent mutuellement comme des ennemis mortels. Toutes les relations entre Hanoï et Pékin sont gelées. Les projets de négociation sur la frontière sont interrompus, y compris sur la question du golfe du Tonkin. Et alors, comment on peut trouver une solution pour régler ce problème? Pour continuer, je vais parler de la dernière étape du règlement de la question du golfe du Tonkin de 1991 à nos jours. À partir de 1991, la situation internationale et régionale change profondément. On peut donner quelques exemples. Avec l'effort d'encombrement de l'Union soviétique et de ses alliés, la fin de la confrontation de systèmes, la fin de la réforme, des possibilités de dialogue et de coopération apparaissent, etc. Ces événements influencent directement les relations sino-vietnamiennes. Les deux parties cherchent à normaliser leurs relations afin d'être en accord aux nouvelles tendances mondiales, de faire face aux nouvelles menaces dans la région et de développer leur pays. La normalisation des relations entre la Chine et le Vietnam à la fin de 1991 ouvre la voie de négociations visant à régler tous les différends entre les deux pays, dont le plus important qui porte sur les questions de frontières tant terrestres que maritimes. Et je me permets de rappeler, on a 3 questions de frontières entre la Chine et le Vietnam. La question frontière terrestre, on a déjà abordé. La question frontière dans le golfe du Tonkin
et la question de Jacipen, Paracen et Spratler, on va aborder pour la dernière conférence. Et le DBI se préoccupe plus particulièrement du règlement des différentes dans la mer orientale en raison de leur importance et de leur complexité. C'est pourquoi la Chine s'intéresse notamment au règlement du problème du golfe du Tonkin comme point de départ pour régler celui des archipels. À l'occasion de la visite officiellement du Premier ministre chinois Li Peng à Hanoï en 1993, le Vietnam et la Chine se mettent d'accord sur des principes pour régler leurs différends. Et on voit très bien que la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, on s'appelle une clause, est considérée comme la base juridique pour régler le problème du Golfe. Cependant, il faut attendre, on ne peut pas trouver tout de suite la solution de règlement en 1993. Il faut attendre l'entrée du Vietnam à l'ASEAN. Vous connaissez bien qu'en 1995, et celui change sa position en Asie du Sud-Est et surtout dans le règlement de litige à propos de la mer orientale entre la Chine et les pays de la région. La Chine tente de faire progresser le règlement du problème du golfe du Tonkin. Elle accepte de renouer la négociation avec le Vietnam à partir du début de l'année 1996. À partir de 1996, les négociations qui commencent, mais lors de ces négociations, Pékin propose une résolution du golfe du Tonkin par un partage dans une proportion de 50/50 avec possibilité d'ajustement. Pékin offre aussi au Vietnam de renouer la coopération dans le domaine de la pêche dans le Golfe et considère cette proposition comme une base d'accord afin de régler tous les problèmes dans le Golfe du Tonkin. Cependant, du côté vietnamien, on voit très bien le côté vietnamien ne pas accepter ces offres de la Chine. Hanoï reste toujours sur sa position. La délimitation du Golfe doit se faire selon la ligne du méridien tracée par la Convention de 1887. Et en outre, le Vietnam ne souhaite pas négocier en parallèle la question de délimitation saine, stratégique et durable et la question de la coopération en matière de pêche saine économique et limitée dans le temps. Il faut attendre quelques ans et à partir de la fin de l'année 1999, les divergences s'atténuent progressivement. Les deux parties se font des concessions réciproques. Tant la Chine que le Vietnam consentent à renoncer leur position affirmée lors des séances de négociation précédentes pour s'accorder une solution convenant aux deux parties. Tout d'abord, vous voyez sur le PowerPoint que j'ai noté très clair, en 1999, le Vietnam, voulant déterminer le plus tôt possible la frontière dans le Golfe, il renonce à considérer la Convention de 1987 comme la base juridique pour négocier la délimitation dans le Golfe et consente à l'idée que le Golfe du Tonkin n'a jamais été délimité. Le Vietnam change tout à fait l'idée auparavant. Le Vietnam propose un plan de délimitation par la médiane du Golfe, prenant en compte la situation des îles et en possession de chaque pays. De son côté, la Chine aussi renonce sa volonté de diviser le Golfe du Tonkin en deux.
Son intention est de faire des concessions au Vietnam dans le Golfe en échange de concessions vietnamiennes dans les archipels Paracel et Spratly. C'est ça l'idée que du côté vietnamien, ils disent comme ça. Elle consent à délimiter le Golfe selon la méthode de la médiane proposée par le Vietnam. C'est qu'elle rejette plusieurs fois dans le processus de négociation. Et enfin, heureusement, les deux parties tombent d'accord sur la délimitation du Golfe. Et on voit clairement le résultat. Le 25 décembre 2000, à Pékin, le Vietnam et la Chine signent le traité de délimitation du Golfe du Tonkin en présence du président vietnamien Trần Đức Lương et son homologue chinois Jiang Zemin. Le 15 juin 2004, l'Assemblée nationale vietnamienne ratifie le traité de délimitation du Golfe et la Chine le ratifie quelques jours plus tard. Le 30 juin 2004, le Vietnam et la Chine échangent officiellement des lettres de ratification du traité de délimitation du Golfe du Tonkin. À partir de ce jour-là, le traité entre en application. Alors, je vais aller pour conclusion, je vais noter quelques points par rapport à mon point de vue personnel. Pour conclusion, on voit très bien que après 27 ans de négociations, en définitivement, le Vietnam et la Chine trouvent une position commune afin de régler le problème. Le conflit autour du méridien de 108 degrés Est, qui a duré plus d'un demi-siècle, est terminé. Ainsi, les trois problèmes subsistaient entre la Chine et le Vietnam relatifs au territoire et à la frontière légée par l'histoire, frontière terrestre, Golfe du Tonkin et les archipels Paracel Spratly, le circonflexe est réglé. Elle ouvre une nouvelle phase dans le règlement des conflits dans la mer orientale entre les deux pays. Pour les deuxièmes, on voit très clairement le traité de délimitation du Golfe du Tonkin et le deuxième traité de Seine maritime signé par le Vietnam avec ses voisins. Je vais citer. Le premier a été signé avec la Thaïlande en 1987 et le troisième plus tard avec l'Indonésie en 2003. Et ça, c'est le deuxième en 2000. Selon les appréciations vietnamiennes, c'est le meilleur traité. On dit que ce traité du Golfe du Tonkin, c'est le meilleur traité car il délimite nettement la ligne frontalière entre le Vietnam et la Chine dans le Golfe du Tonkin et la souveraineté du Vietnam. Et on voit sur la carte, le Vietnam reçoit 53,23% du Golfe du Tonkin, tandis que la Chine s'en voit attribuer 46,77%. Et je vais citer comme des arguments du dirigeant vietnamien dans le Nhân dân, c'est le journal du peuple. C'est la première fois que le Golfe du Tonkin dispose d'une ligne frontalière maritime d'une valeur juridique internationale, délimitant la sphère de régime juridique des eaux territoriales, des zones exclusives économiques et des plateaux continentaux de chaque pays, conformément au droit international, particulièrement à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1882. C'est ça, c'est la position officielle du côté vietnamien. Cependant, la dernière chose que je voudrais dire, est-ce qu'on peut penser que c'est bon l'avenir pour le Golfe du Tonkin? Je pense qu'il sera trop optimiste de croire que le conflit dans le Golfe du Tonkin est totalement réglé désormais. Déjà, on a vu des accrochages dans la zone commune de pêche entre pêcheurs chinois et vietnamiens le montrent. Il y a plusieurs des incendies que vous voyez chaque jour.
le chevauchement des zones économiques exclusives dans le Golfe, la disproportion dans la modernisation de méthodes et des moyens de pêche sera sans doute une cause de divergence entre les deux pays. Et de plus, vous voyez sur la carte, à l'heure actuelle, le Vietnam et la Chine sont en train de négocier pour délimiter et coopération la zone maritime dehors de bouche du golfe du Tonkin. Je ne sais pas, j'ai utilisé ça, c'est exact, Benoît? Embouchure, dehors, mais dehors de bouchier, c'est ça? Oui. Ce processus dure plusieurs années, mais son résultat est très limité. De plus, difficultés se lèvent entre les deux parties, car ce processus est considéré par la Chine comme pour tester sa diplomatie maritime afin de régler la question de la mer orientale avec les pays de l'Asie du Sud-Est. Et comme on voit, c'est le processus de négociation, on continue et on ne voit pas quand la date qu'on peut terminer tout ce problème. Alors, je m'arrête ici. Et merci beaucoup de vos présentes et je vous attends beaucoup de questions. Merci beaucoup. Merci Madame pour cette présentation extrêmement claire et précise de questions particulièrement complexes qui paraissent aussi tout de même, pour qui n'est pas spécialiste de l'histoire des frontières, comme le signal, évidemment, au-delà de la question des limitations, des tensions fortes entre la Chine et le Vietnam durant certaines périodes de l'histoire récente. Mais je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Oui, merci. Ça marche très bien, c'est juste. Ah, très bien. Merci beaucoup, Hein, pour cet exposé. J'ai une question toute simple. Qu'est-ce qui a fait ou quels sont les arguments qui ont vraiment pesé pour les diplomates vietnamiens qui négociaient avec les Chinois en 1989 pour finalement accepter de renoncer à leurs revendications historiques? Je peux répondre tout de suite? Oui. Merci beaucoup de votre question très intéressante et très difficile, je pense que. Parce que comme vous voulez la connaître, le vraiment de négociation du diplomatique du Vietnam, alors je vais appuyer sur la parole d'une personne qui est responsable dans tout le processus de limitation du golfe de Tonkin. Je crois que vous connaissez, il s'appelle M. Lê Công Phụng. Lê Công Phụng, c'est le chef de commission de limitation dans le golfe de Tonkin. En fait, après la signature de l'accord, il a beaucoup de questions lui données pour demander pourquoi le Vietnam renonce son intention et lui une réponse. Dans tout le processus de négociation, tous les deux côtés, le Vietnam et la Chine, on consulte sur les archives. On consulte aussi sur les archives à l'époque coloniale pour comprendre vraiment est-ce qu'on a déjà limité la frontière ou pas. Et si vous voyez sur tous les documents que je viens de montrer, la Convention de 1887 ne montre pas le mot délimiter la frontière dans le golfe. Parce que dans ce temps-là, on ne pense pas à délimiter la frontière maritime. Et seulement les deux, je vais retourner aussi, celui lui dit, seulement les deux noms des îles. On a mentionné dans la Convention de 1987, il s'appelle le Chaco et Koto. Les deux îles se trouvent dans la province de Quảng Ninh. C'est seulement pour la frontière terrestre entre le Guangdong de la Chine et Móng Cái, Quảng Ninh du Vietnam. Et c'est ça, le côté vietnamien, on comprend bien. La Convention de 1887, ce n'est pas la raison pour qu'on peut appuyer sur cette convention pour qu'on demande. Et ça, c'est la première raison que on pense que il faut être raisonnable, il faut appuyer sur des archives. Mais la deuxième raison,
c'est que, comme je viens de dire, dans tout le processus de négociation, il y a beaucoup de collisions d'intérêts dans le golfe de Tonkin. Et on voit très clair que l'exploitation de ressources qui serait plus dommageable que le Vietnam, c'est-à-dire que la Chine. C'est-à-dire le Vietnam, on perd beaucoup des intérêts parce qu'on manque de moyens de pêche le plus moderne que la Chine. Et moi, je pense que lui, il a raison, il faut s'arrêter tout ça. Il faut être raisonnable de limiter. Et le troisième, on voit très bien que la Chine aussi renonce de l'intention. La Chine accepte de la méthode que le Vietnam a donnée, c'est le partage du golfe en médiane avec d'ajustement. Parce qu'au début, la Chine dit non, il faut partager en deux. Et je pense que c'est ça, c'est la raison que le Vietnam, la diplomatie vietnamienne, on accepte de renoncer les idées précisées pendant très longtemps que la Convention de 1887 a délimité la frontière dans le Golfe. Et à mon point personnel, je pense que c'est ça, c'est raisonnable. C'est ça, c'est bien. Vous êtes d'accord? Merci. Oui, je suis venu parce que je ne comprends pas beaucoup les questions d'ordre juridique. Si, d'après ce que je sais, la souveraineté d'un pays, ça se limite à 12 miles de ses côtes. Donc pour le Vietnam, c'est 12 miles au-delà de Cam Pha et puis un peu autour de l'île de Bạch Long Vĩ, c'est tout. Ce qu'on délimite là, c'est la zone économique exclusive et non pas le territoire de la Chine et du Vietnam. C'est bien ça? Non, pour le golfe du Tonkin, seulement la superficie de la golfe, on s'arrête, Bạch Long Vĩ, c'est adapté aussi les zones maritimes. La souveraineté des zones maritimes, c'est d'où le mine marin. Mais la loi vietnamienne et la loi chinoise, elles ne s'appliquent pas sur le golfe du Tonkin, sauf dans les limites des 12 miles. Hein. Sinon, autrement, tout le monde peut envoyer des navires passer dessus sans avoir à demander aucune autorisation. C'est seulement le fait de forer des puits de pétrole ou bien chercher le charbon qui pourrait se trouver sous la mer et puis capturer les poissons qu'on délimite cette zone, cette ligne-là. Alors, on va retourner un petit peu sur le droit de la mer. Vous voyez qu'au début du XXe siècle, même la France et l'Angleterre, tout ça, on délimite des eaux territoriales seulement 3 mines. Et après, le 3 mines, c'est après le 1936, la France applique à l'Indochine le mine jusqu'à 6 miles. Alors, et officiellement, le 1958, à l'occasion de la conférence de Genève, le droit international, on accepte les eaux territoriales s'étendre à 12 000 marins. Et après, officiellement aussi, la Convention des Nations Unies en 1982, on s'applique les eaux territoriales de 12 000 marins. Après, c'est les zones contiguës, c'est 24 000 marins. Et le plus loin, c'est les zones économiques exclusives, c'est s'étendre à 200 000 marins. Et je pense que le Vietnam et même la Chine, on a déjà signé la Convention de 1982 et on utilise comme ça dans tous les cas. Mais un peu spécialement pour le golfe du Tonkin, parce que nous, on a déjà délimité la frontière, mais en même temps, on a beaucoup de zones, on dit, enchevêtrement. C'est-à-dire,
tous les deux pays acceptaient de faire de coopérer dans les zones comme ça. Et moi, je pense que tout à fait, on utilise le droit international pour tout le territoire maritime du Vietnam et pour la Chine. C'est ça, c'est vous va? Et qu'est-ce que... Ouais. Non, j'avoue que bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais bon, on en reparlera. Merci beaucoup. Oui, la Chine n'a jamais... Ça marche, monsieur, ça marche. C'est juste pour l'enregistrement. La Chine n'a jamais avancé l'argument qu'on a toujours avancé dans la mer sud-chinoise concernant les traditional fishing grounds, qu'au fond, elle devrait s'approprier toute la golfe de Tonkin parce que ça appartient à des traditional fishing grounds. Et cet argument qu'elle a avancé dans la sud-chinoise, elle n'a jamais avancé dans le golfe de Tonkin. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est que l'intention de la Chine au début avance dans toute la mer, je dis la mer de Chine du Sud, dans toute la mer de Chine du Sud, même dans le golfe du Tonkin, parce qu'au début, dans 1989, c'est la Chine nationale qui est, c'est la naissance de la Chine nationale, et elle a donné une carte avec une ligne de 12 traits, on s'appelle la langage de bœuf, mais avec les 12 traits. Il a 2 traits, y compris dans le golfe du Tonkin, et 9 traits, y compris dans la mer de Chine méridionale. Et quand on a déjà réglé le problème dans le golfe du Tonkin, maintenant vous voyez sur la carte, la Chine l'a donné une ligne avec 9 traits, c'est pas la 11, mais au début c'est 11. C'est-à-dire une curvante aussi pour le golfe du Tonkin aussi, mais on a déjà réglé, oui. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une autre question toute simple, une question d'arithmétique. Le Vietnam disposait de 62% de la superficie des eaux du golfe du Tonkin jusqu'à décembre 2000, et par la suite, plus que 53,23% de la superficie. Est-ce que c'est une victoire du Vietnam ou non? Non, parce que dans votre article aussi, vous avez utilisé la victoire, mais ce n'est pas vous dire, hein? C'est le gouvernement vietnamien l'a dit, c'est la victoire. Alors, la victoire est pas, c'est pas le terme. On a discuté sur la souveraineté. Parce que, normalement, le Vietnamien, on aime bien utiliser le mot comme la victoire ou grande victoire, tout comme ça. Mais en fait, la superficie de 60% jamais existé. C'est que pour le Vietnam, ils pensent comme ça, mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Parce qu'en réalité, la frontière du golfe de Tonkin n'est pas jamais délimitée. C'est pour ça, si le Vietnam dit la victoire, c'est par rapport à la proposition de la Chine divisée en deux. Je pense comme ça. Si on accepte diviser en deux, c'est-à-dire 5 ans sur 5 ans, mais ici, ce n'est pas 5 ans sur 5 ans, hein, 53, c'est ça, c'est... Si on veut utiliser le mot victoire, je pense comme ça. Et moi, non, moi, je ne pense pas, ce n'est pas la victoire. C'est justement, c'est pour le juridique. Bonjour, madame. Je voudrais savoir si cette ligne médiane concerne seulement la pêche ou est-ce que ça concerne le pétrole. Si jamais on trouve du pétrole dans cette zone de 53%, est-ce que ça appartient au Vietnam ou est-ce que la Chine a le droit d'installer un forage, si vous voulez, dans cette zone-là? Et aussi pour les ressources minières qui se trouvent dans le fond de la mer, le charbon et puis les autres minerais.
est-ce que cette zone médiane s'applique seulement aux ressources halieutiques, c'est-à-dire la pêche, ou est-ce que ça s'applique aussi aux autres ressources telles que le pétrole, le charbon, le zinc ou que sais-je? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est seulement la pêche? D'après ma connaissance, si on utilise la notion de zone territoriale de la Convention de 1982, c'est-à-dire on applique toute la souveraineté des eaux territoriales, y compris la pêche aquatique et même le pétrole, c'est ça comme ça. C'est ça, on applique par rapport de la loi internationale. Ajouter quelque chose, me semble-t-il, les accords de décembre 2000 comportaient 3 volets. Un premier volet qui était sur une délimitation de la frontière maritime, Oui. un deuxième volet sur une zone de pêche conjointe et un troisième volet sur une zone commune d'exploration et de développement, voilà, justement pour les richesses du sous-sol. Oui. Donc c'était 3 types de zones distinctes qui étaient prises en compte par l'accord, et pas uniquement cette ligne. Voilà. On a des conventions annexes. Merci beaucoup, Benoît. Mais le plus important, c'est la délimitation d'abord. Après la délimitation, c'est des conventions annexes pour des zones de pêche et pour d'exploitation et coopération. Est-ce qu'on dispose d'informations précises sur les intérêts économiques représentés par la pêche ou par d'éventuels forages, par d'éventuelles ressources pétrolières? Ou bien est-ce que c'est simplement une mesure de précaution que cette recherche d'une frontière extrêmement précise? Si vous voulez, est-ce qu'on a déjà évalué ce que ça représentait comme intérêt économique? Oui, bien sûr, parce que depuis très longtemps, le golfe du Tonkin, on a déjà présenté les intérêts. Au début, c'est les intérêts pour les ressources naturelles, comme les poissons, ou comme des faunes ou des fleurs, par exemple. Et dans les années 60 et 70, on a déjà trouvé plusieurs sources de pétrole. Et on a déjà beaucoup de, comme je viens de dire, dans le temps que les deux côtés, on est en train de discussion pour délimiter, il y a plusieurs de consortiums étrangers, on a déjà venu dans la zone territoriale du groupe de Tonkin pour exploiter le pétrole. Oui, c'est ça, c'est la cause. On a discuté beaucoup sur des accords sur ces questions. Bon, j'ai une autre question. C'est que, est-ce que cet accord-là, il peut servir de modèle, non pas d'accord dans le golfe de Siam, mais du côté de l'est des Paracels avec les Philippines ou l'est de l'Indonésie? Est-ce qu'il peut servir de modèle? D'après moi, c'est très très différent parce que c'est le cas entre le golfe du Tonkin, entre la Chine et le Vietnam. Je pense que c'est pas serve beaucoup pour le cas dans l'Indonésie ou Siam, ou surtout pour la souveraineté des archipels, parce que c'est différent. Mais aussi, on a beaucoup d'expérience pour régler le problème de souveraineté aussi. Même maintenant, comme vous voyez, on est en train de régler le problème comme Benoît dit, dans le boucher du gouffre. Bouchure. Oui. Je comprends pas le mot. Voilà, ma question c'est pourquoi, selon toi, Hein, les diplomates vietnamiens ont accepté la proposition chinoise en 2000 de poursuivre les négociations dans l'embouchure du golfe du Tonkin? Quel est l'intérêt pour le Vietnam d'avoir accepté, ou est-ce que le Vietnam avait le choix? Avec cette question, c'est vous plus spécialiste que moi, mais je vais répondre. Si on veut savoir la raison exactement, pour le Vietnam maintenant, on ne peut pas, parce qu'on est en train
de régler, de négocier. Et on ne peut pas accéder des documents, comme le problème ça, on a déjà passé. Je peux accéder aux documents officiels pour comprendre. Mais maintenant, seulement les informations publiques, mais très simples. Pour dire, on est en train de, 2 fois par an, les 2 commissions de la Chine et du Vietnam ont négocié sur le bouche. Mais d'après moi, ma connaissance, pourquoi il faut délimiter? Parce que c'est comme vous voyez sur la carte, la bouche, c'est au dehors de la ligne de la frontière. Et là-bas, tout près des archipels parasites. Et là-bas, il y a beaucoup d'incendies entre le pêche chinois et vietnamien. C'est pour ça, je pense qu'il faut régler. Et on règle la question, on va donner que si on règle comme ça, comment la souveraineté par rapport aux archipels parasites. Si ça, c'est très intéressant et très important aussi. Oui, j'aimerais savoir si, est-ce que depuis que cet accord a été signé, est-ce que ça a été respecté? Est-ce qu'on a des résultats? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des bateaux de pêche chinois qui ont franchi cette délimitation? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on sait si ça a été respecté? Voilà. Et... Alors, pour officiellement, il doit respecter. Mais en réalité, comme je viens de dire, il y a plusieurs incendies de l'un et de l'autre, incidents de l'un et de l'autre côté. Parce qu'on trouve toujours le pêche chinois, on a très plus moderne que le Vietnam, les bateaux comme ça. Et on trouve dans la haute mer des accrochages communes de pêche chinois et vietnamiens. Ça arrive. Oui, mais officiellement, il faut respecter. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des accords ou des lois comme dans les autres régions du monde sur les écartements de filets et puis pour la pêche? Est-ce qu'il y a... D'après moi, bien Oui. sûr, il y a des accords de pêche aussi. Et comme je me souviens que même entre la France et l'Angleterre, on a aussi des délimités pour la Manche et aussi des coopérations Oui, dans de l'Union pêche européenne, oui. Oui. Mais en Asie, est-ce qu'il y a des lois qui régissent et qui sont respectées, qui sont par le Vietnam et la Chine? Oui, je viens de dire qu'officiellement, il faut respecter. Il faut des lois aussi de coopération de pêche. Et il faut respecter comme ça. Mais en quotidien, on ne peut pas contrôler tous les bateaux ou les pêcheurs de l'un et de l'autre côté. On ne peut pas franchir. C'est très difficile de faire clair dans la haute mer. Et on voit aussi des accidents dans la zone maritime. Et est-ce qu'il existe des commissions entre les deux pays pour régler justement ces incidents ou ces litiges? Oui, bien sûr. Il reste toujours des commissions entre la Chine et le Vietnam pour régler tout ça et même pour continuer de négocier pour les zones de pêche et pour coopération et commune et pour exploitation. On reste toujours les 2 commissions comme ça. Oui. À l'heure actuelle, on est en train de continuer de négocier. D'accord. C'est une petite question. La ligne s'arrête entre Hainam et le Vietnam. Est-ce que vous avez des commissions? Il existe qui continuent pour faire le sud, jusqu'au sud. Ou est-ce que c'est en train de se faire, mais on ne veut pas le faire? Parce que le Vietnam ne s'arrête pas là.
Oui, alors, mais il faut voir la superficie du golfe du Tonkin. Le golfe du Tonkin appartient de la province de Quảng Ninh du Việt Nam jusqu'à le Quảng Trị. C'est le milieu du Việt Nam. Et après, on s'arrête dans le golfe du Tonkin. C'est ça, c'est la ligne, on s'arrête comme ça parce qu'on ne délimite pas toute la mer orientale. Seulement le golfe du Tonkin avec la superficie de plus de 1100 km. Et on commence de Quảng Ninh du Việt Nam jusqu'à le Quảng Trị, au milieu du Việt Nam. Et c'est ça, cette ligne. On s'arrête ici. On ne peut pas continuer de limiter tout. Il a d'autres affaires. Oui. Benoît, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai une question très précise. Est-ce qu'on sait si Pétro-Vietnam a trouvé des gisements dans la zone commune, dans le golfe du Tonkin, depuis la signature avec la Chine? Franchement, je ne peux pas te répondre à ces questions. C'est très précis pour les offshore. Désolée. Merci. Je sais qu'il y a des bases ou une base de sous-marins, même de sous-marins nucléaires chinois sur l'île de Hainan. Est-ce qu'on a des hypothèses pourquoi la Chine a implanté une base comme ça, si près du Vietnam, à l'extrême sud de la Chine? Bon, ça c'est une question de stratégie. Est-ce qu'on a une idée pourquoi il y a une base comme ça, en face des côtes vietnamiennes? On le sait, il y a une base de sous-marins nucléaires chinois. Oui. Ouais. En face des côtes vietnamiennes, tout près. Est-ce qu'il y a une signification ou non? Est-ce qu'on a une idée ou non? S'il y a des hypothèses? Je pense que ces questions, on va rester pour la 3e conférence. Oui. Okay. Parce que pour la 3e conférence, je vais parler sur le problème foncier maritime qui concerne Paracel Spratly. Ah oui, avec ça. Et bienvenue pour nous discuter. Merci beaucoup.